Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine pour une réaction positive au bon cours de Madame Atlan. Donc c'est la seconde partie sur le thème du couple. Euh, Où j'en étais? Bonne question. On va réfléchir un petit peu. Il faut comprendre que le couple, c'est le plus grand projet divin sur Terre. Le couple, c'est le macro de ce que doit ressembler l'harmonie dans le monde. Ce à quoi doit ressembler l'humanité. L'humanité, c'est le contraire. L'humanité, c'est le micro, et le couple, c'est le macro. Le couple juif, si le couple juif... Donc, ce qu'elle a voulu dire, c'est que le couple, c'est plus important que tout le reste de l'humanité. Quand on est en couple, on doit se préoccuper de notre couple avant le reste de l'humanité. C'est ça qu'elle a voulu dire par cette histoire de macro-micro. Il n'y a pas d'erreur dans ses paroles apparemment. Fonctionne, si le projet du couple fonctionne, l'humanité a des chances de fonctionner. Si le couple ne fonctionne pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour. Vous pouvez développer tout ce que vous voulez développer autour. Rien ne fonctionnera. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est que la personne qui détruit son couple activement est en train de détruire le monde que Dieu a créé, tout simplement. D'ailleurs, on nous dit, ne prends pas conseil chez un psychologue, ou chez un rave, ou chez une personne qui est conseiller conjugal, qui n'a pas la paix conjugale chez lui, ou qui n'est pas marié. Ne prends pas conseil, ça ne pourra pas t'aider. Alors là-dessus, je suis pas d'accord, parce que il y a des rabbins qui ont la paix conjugale, et c'est pas grâce à leurs efforts, et ils ne connaissent pas les souffrances de ceux qui ont une mauvaise femme, et ils croient qu'ils sont capables de donner des leçons aux autres. D'un autre côté, vous avez des gens divorcés qui sont passés par le miel et par le vinaigre, qui connaissent les deux et qui savent exactement comment le couple fonctionne et qui sont plus à même de donner des conseils. Donc, comme le plus grand coach du monde, là, qui fait des coachings à des chiffres à plusieurs millions, il a dit que ces deux conseillers en couple, ce sont des hommes mariés. Et moi, j'ai constaté également que certains rabbins qui se permettent de se présenter comme des conseillers conjugaux experts, en vérité, n'y connaissent rien parce que tout simplement, eux, ils ont la paix conjugale parce qu'ils ont une gentille femme à la maison et des gentils beaux-parents et ils ont jamais eu affaire aux difficultés et ils sont absolument pas à même de donner des conseils aux autres. Donc là, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais c'est pas grave. À quel point la réussite de la construction conjugale est essentielle et cruciale pour tout le reste. Rien ne peut avoir lieu si le couple n'est pas fortifié, si le couple ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais, et j'espère qu'ils me le prendront pas mal, donner comme exemple mes beaux-parents. Mes beaux-parents, c'est un couple, que Dieu les bénisse et leur donne la paix conjugale jusqu'à 120 ans. C'est un couple que, ne serait-ce que tu les vois marcher dans la rue, déjà, tu prends une leçon. Ils marchent toujours ensemble, côte à côte, main dans la main. Toujours. Et quand ils sont chez eux, il faut voir la façon dont ils s'adressent l'un à l'autre. C'est magnifique. Et jamais vous verrez ma belle-mère souffler parce que son mari lui a dit quelque chose, quoi que ce soit. Jamais vous la verrez souffler. Elle répondra toujours avec le sourire à son mari. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit détail, et j'espère vraiment que voilà, ça peut servir pour le peuple. Donc je le raconte. Quand je les ai rencontrés en France, ils avaient toujours sur leur table une petite salière en forme d'oiseau. Et donc le sel et le poivre, deux oiseaux, dans une petite corbeille comme ça. Et si quelqu'un se servait du sel ou du poivre et avait le malheur de remettre l'oiseau dos contre l'autre, tout de suite, ou mon beau-père ou ma belle-mère avait le réflexe de tourner l'oiseau l'un vers l'autre. Alors moi au début quand j'ai vu ça, j'ai un peu rigolé, j'ai dit oh pardon, je suis désolé, j'ai défait la déco et tout. Ils m'ont dit non, non, c'est pas une question de déco, c'est une question que c'est important qu'il y ait l'harmonie et la paix entre ces deux oiseaux. J'ai dit ah bon? Ils m'ont dit oui, c'est comme dans le couple. Si ces deux oiseaux, ils s'entendent, moi et mon mari, on s'entend. Si ces deux oiseaux, ils ont le dos contre le dos, comment on peut s'entendre dans le couple quand on est dos contre dos? Et ma belle-mère m'a dit c'est comme dans le Saint des Saints, il y a les deux anges qui sont l'un face à l'autre. Quand le peuple d'Israël se comportait bien, quand il y avait de l'amour dans le peuple d'Israël, les anges étaient l'un contre l'autre. Et si jamais il y avait la guerre entre les juifs, si jamais les juifs se comportaient mal, malheureusement, les anges étaient dos contre dos. Et c'est vraiment l'image du couple. C'est vraiment l'image du couple qu'on a. Alors, elle parlait des chérubins qui sont sur l'arche d'alliance. C'est tout à fait juste ce qu'elle a dit. Mais bon, ce que sa belle-mère a fait, qu'elle a fait un signe, et elle fait en sorte de toujours mettre les deux petites salières qui ont une forme d'oiseau face à face, en souvenir des chérubins, et elle pense à son couple. C'est très joli, d'accord, il n'y a pas de problème à ça, c'est très bien. Le problème, c'est quand, c'est si jamais on se dit que le shalom dans son couple dépend de ça. Alors là, il y a un problème de suivre les voies des Émorim. C'est marqué dans la Torah de ne pas suivre les voies de l'Émori. C'est quoi? C'est celui qui fait dépendre ses actions
ou ce qui va lui arriver de ce qui se passe, des choses qui tombent devant lui, ou des choses qui passent devant lui, ou si son bâton il tombe, ou des trucs comme ça. Qu'on doit avoir en tête et se dire que quand je suis en paix avec mon mari, quand je suis face à face avec mon mari, pas dos contre dos où l'un il veut parler à l'autre mais l'autre il fait la tête, etc. Faire la tête, ça crée des situations très problématiques. Oui, mais mon mari, c'est lui qui me fait la tête le premier, on s'en fout. On s'en fout. Celui qui réussit à plus faire la tête à l'autre, c'est lui qui est intelligent. D'ailleurs, hein, une femme qui fait la tête à son mari, c'est considéré dans la halakha comme une mauvaise femme, d'accord? Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'une mauvaise femme, c'est une mitzvah, c'est une bonne chose de la répudier. Donc, c'est pas des petites choses, c'est ce que la Torah considère comme de l'abus. Une femme qui fait la tête à son mari de façon régulière, c'est considéré comme une femme abusive. Donc, l'abus du mari qui n'est jamais pris en compte. C'est bien qu'elle l'ait noté ici. C'est lui qui détient l'intelligence suprême. C'est lui à qui revient la médaille de toutes les médailles au monde, c'est à lui que ça revient. Même si l'autre il fait la tête et toi tu fais le pas d'arrêter de faire la tête et de demander pardon à ton mari. Mais c'est lui qui est le responsable. C'est pas ça qui importe Hachem. Hachem, lui, il veut qu'il y ait la paix qui réside. Débrouillez-vous, je veux pas savoir. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a pas raison. Tu sais, quand les enfants ils viennent comme ça, tous, c'est lui qui c'est sa faute, non, c'est sa faute, non, c'est sa faute. Je veux pas savoir c'est la faute de qui. Mais arrêtez de crier. Dis-toi que c'est pareil pour Hachem. Bon, alors, je veux pas savoir c'est de la faute de qui, ça c'est des luxes que les femmes peuvent se permettre, d'accord? Bon, mais c'est pas mal ce qu'elle dit, d'accord? C'est bien que les femmes écoutent ce message-là, mais la vérité c'est que la halakha, c'est qu'une femme doit suivre ce que son mari décide pour le couple. Et donc, a priori, d'après la halakha, si on vit avec un homme de Torah, ben, le mari a toujours raison, d'accord? Quel que soit ce qu'il choisit. Donc, ici, et je veux pas savoir qui a raison, etc. Si quand c'est l'homme qui a raison, la femme elle dit je veux pas savoir qui a raison, l'important c'est qu'on fasse la paix, c'est tout simplement pour l'empêcher lui d'exprimer les choses qu'il a exprimées, d'accord? Et ça aussi, ça s'appellera de l'abus. En général, c'est le contraire. En général, c'est l'homme qui doit toujours s'excuser pour les choses que c'est elle qui avait tort. Et comme il a osé élever la voix et lui dire, même de la façon la plus subtile et la plus douce qui soit, qu'il aimerait qu'elle change quelque chose, alors tout d'un coup, elle devient impossible à vivre, et elle lui dit, comment t'oses me dire que je suis imparfaite, etc., etc., et c'est lui qui doit s'excuser tout le temps. Et il y a des tas d'hommes qui vivent dans des situations toxiques qui ressemblent à ça, et là, il y a personne qui va dire à la femme, oui, mais c'est pas important, demande pardon, qui a raison, qui a tort. En général, on va voir celui qui crie le moins fort, d'accord, que c'est le mari, et on lui demande, oui, bah vas-y, demande-lui pardon, comme ça t'auras le shalom. Non, il n'y a pas de raison de demander pardon quand on a affaire à une terroriste en face de soi, d'accord? Un homme qui est dans des situations pareilles, il doit quitter son mariage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ont peur de quitter le mariage parce que leur vie va être détruite par le système juridique que c'est le grand broyeur des hommes. Non, c'est ta faute, non, c'est ma faute, non, c'est ta faute. Le Rav Levanon, il dit, quand j'ai un couple qui vient, et qu'il y en a un qui dit, c'est ta faute, non, c'est de sa faute, non, c'est de sa faute, non, c'est de sa faute, il a dit, j'ai l'impression de voir deux mains qui se frappent. C'est à cause de toi, non, c'est à cause de toi, non, c'est toi qui as pas réussi la manœuvre, non, c'est à cause de toi. C'est absurde, on ne pourrait pas imaginer deux mains qui se frappent l'un à l'autre. Deux personnes. Alors, c'est bien joli ces façons de penser là, les deux mains qui se frappent, hein, mais en vérité, on résout rien en disant ça. Oh, mais vous avez pas honte de vous taper, vous êtes comme deux mains d'un corps. Non, mais tu vois bien que les deux membres du couple, ils se considèrent pas comme faisant partie du même corps. Ils se considèrent comme deux individus distincts qui ont des volontés différentes. Alors, c'est pas maintenant en leur disant qu'ils devraient s'aimer comme les meilleurs couples du monde que ça va se produire miraculeusement parce que tu vas leur dire. Il faut régler les problèmes qu'il y a et pas se prendre pour quelqu'un qui regarde du ciel et dire oh là là, ils se tapent l'un l'autre, comme c'est ridicule. Non, il faut rentrer dans leur couple avec sa tête et comprendre ce qui se passe pour résoudre le problème et dire à chacun ses devoirs et faire en sorte que chacun respecte ses devoirs envers l'autre et c'est tout. D'accord? D'un même couple ont une responsabilité sur les épaules énorme. Faire résider la shrina, la présence divine, dans la maison. C'est le projet, c'est the projet. Laisse tout tomber autour. Le projet, c'est ça. C'est faire résider la shrina dans ta maison. C'est que la shrina, elle est quelque part où elle est. Imagine la présence divine. Et là, je peux pas aller parce qu'il n'y a pas, comme on dit dans la Gemara, en kli marzik bracha yoter mina shalom. Il n'y a pas d'outil, de réceptacle qui ne peut recevoir la bracha plus que le shalom, plus que la paix. Tu veux la bénédiction dans ta maison? La seule recette envisageable, c'est la paix.
On s'en fout qui c'est qui a raison, qui c'est qui a pas raison. Mais c'est lui, mais il a fait quelque chose de terrible. Mais écoute l'histoire, c'est terrible, c'est terrible. Je sais, je veux bien écouter l'histoire, mais le résultat est qu'il faut qu'il y ait la paix dans la maison. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence, parce que les deux, ils sont sûrs qu'ils ont, que c'est l'autre qui a tort. Les deux, ils sont sûrs à 100%. Et pourtant, il n'y a jamais une personne qui a tort à 100%. C'est toujours 50-50. Il faut toujours être deux pour danser le tambour. Alors ça encore, c'est des luxes que les femmes peuvent se permettre de dire, non, et des fois, c'est 100% la faute de l'un. D'accord? D'ailleurs, toutes les activistes du droit au divorce sans faute pour la femme et la garde des enfants et les pensions alimentaires et tout ce que tu veux, elles disent tout le temps, oui, regardez, c'est la faute à 100% des hommes si jamais la femme elle a pas son divorce, etc. Même si c'est elle qui est en tort à 100% d'après la halakha. Donc, on voit que dans un sens, on peut se permettre de dire si c'est la faute de l'homme à 100%, que ce soit pas ou que ce soit, d'accord. Il se peut qu'il y ait des cas où également ce soit vraiment la faute de l'homme à 100%. Dans ce cas, on va pas se gêner pour le dire. Si c'est la faute de la femme à 100%, on va dire non, on regarde pas, on rentre pas dans les comptes, c'est 50-50, d'accord. Le principal, c'est d'effacer la responsabilité de la femme. La femme n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, d'accord. Mais il serait temps qu'il y ait des rabbiniotes, des femmes qui enseignent aux femmes, qui leur disent, oui, dans ce cas-là, tu es responsable à 100%. Et j'ai entendu des gens qui m'ont raconté leurs histoires de Shlom Bayit, qui sont allés voir des rabbiniotes, et des fois, les rabbiniotes répondent clairement à la femme qu'elle a tort à 100%. Une femme qui ne voulait pas avoir de relation avec son mari, et la rabbinite lui a dit, tu dois avoir des relations avec son mari. Et la femme dit, non, mais je me sens pas bien, j'ai pas envie. Et bien, la rabbinite lui a dit, tu dois te forcer. C'est la loi. Tu t'es engagé. Et elle a très bien répondu. Donc, il y a quand même, des fois, des femmes qui répondent bien comme il faut. Mais on aimerait voir ça là plus et voir moins l'agenda. Je sais pas quoi. Le tango. Il faut toujours être deux. Il y en a toujours un 50 et un 50. Qui c'est qui va faire le premier pas? Qui c'est qui va dire, allez, vas-y, j'arrête les jeux de gamins. J'arrête la gaminerie, j'arrête. Ça y est, il faut qu'il y ait la paix dans la maison, c'est pas possible. Mais c'est pas un jeu de gamin dans le cas où le mari il est abusé par sa femme et maintenant c'est lui qui doit demander pardon. Si jamais il vient demander pardon, il s'enfonce encore plus parce qu'il a affaire à une personne toxique, une personne puérile elle vient d'apprendre que en insistant, elle obtient gain de cause. Et donc maintenant, si on demande pardon à cette personne-là, on va lui montrer que ces techniques de gamine fonctionnent. Donc c'est pas une solution, d'accord? Par contre, c'est oui la chose à faire pour la femme, puisqu'elle est ordonnée de respecter son mari. Le mari aussi, vous allez me dire, est ordonné de respecter sa femme, mais la façon dont le mari est ordonné de respecter sa femme, c'est plus concernant son corps. Mais quand il y a un problème d'honneur, c'est la femme qui a plus de responsabilité d'honorer son mari. Donc c'est à elle, plutôt, de demander pardon. Si les enfants ils souffrent trop, tu sais comment c'est pour un enfant d'éponger la mauvaise ambiance? Tu sais ce que c'est pour un enfant d'éponger les cris et les disputes et les... Des fois juste, même des sourcillements. Un sourcillement, des fois, de voir un enfant, de voir son parent sourciller parce que son autre parent a parlé, a prononcé une phrase qui n'a pas fait plaisir. C'est terrible. Les enfants épongent des choses qui sont pas de leur envergure. Donc le principal, c'est de se dire, ok, tu sais quoi, tu prends une petite feuille comme ça, avec un feutre, et tu écris, le projet de ma vie, c'est la paix conjugale. Et tu te mets... Alors, 100%, d'accord. Elle a 100% raison. La vérité, je vais mettre ce film. Je pensais pas faire tellement de remarques. Ça m'avait l'air bien, cette vidéo. Elle a 100% raison. Quand une femme se marie, les hommes, je dis les femmes parce que les hommes, on leur rabâche suffisamment. Surtout ceux qui ont fait de la yeshiva, on leur a dit 1 million de fois, d'accord, leurs devoirs et comment ils doivent faire plaisir à leurs femmes et construire leur couple, etc., d'accord. Par contre, chez les femmes, on voit pas tellement ça. Et donc, ce message est le bienvenu. Mets cette feuille dans ton armoire. Chaque fois que tu ouvres ton armoire, tu la vois, cette feuille. Le projet de ma vie, c'est la paix conjugale. La paix conjugale. S'il y a la paix conjugale, il y a la présence divine. La présence divine, elle t'apporte tout. Mais tout sur un plateau. Sur un plateau. Des gens, des fois, ils divorcent pour des problèmes d'argent. Et je gagne plus que lui, et lui, j'avais son compte, il avait son compte, et c'est moi qui avais plus d'argent, et il a voulu qu'on paye avec mon argent, et il n'a pas voulu qu'on divise le truc sur le contrat. Des gens, ils se cassent la tête pour l'argent. Alors, elle a dit les gens 2 fois, mais en vérité, elle voulait dire les femmes, d'accord? Puisque son cours, elle s'adresse aux femmes, d'accord? Donc, c'est pas un truc que les hommes font, d'accord? Les hommes sont prêts à gagner énormément d'argent et à entretenir une femme, même qui fait rien, qui fait que s'occuper des enfants, d'accord? Ou même quand il n'y a pas beaucoup d'enfants, quand il y a 1 ou 2 enfants, qui ne travaillent pas, d'accord? Les hommes ne sont pas exigeants envers leurs femmes au niveau de l'argent. Mais les femmes, elles, les études ont prouvé que dès qu'elles se mettent à gagner autant ou plus que leur mari, c'est une raison
qui causent des divorces, d'accord? On voit il y a beaucoup plus de divorces quand les femmes gagnent plus que leur mari. C'est quasiment certain qu'il y aura un divorce. Donc elle parlait aux femmes ici, effectivement. Les femmes, ce sont des femmes vénales dont elle parle, qui ne restaient en couple que pour l'apport financier que procurait leur mari. Et en fait, ne se sont jamais sentis engagés dans les engagements du mariage et n'ont jamais vraiment aimé la personne de leur mari. Mais ils ne se rendent pas compte que l'argent, il arrive que s'il y a la paix. L'argent, il arrivera que s'il y a la paix. Alors, il y a de l'argent qui arrive aussi s'il n'y a pas de paix, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le bien des mécréants, d'accord? Les mécréants, ceux qui font le contraire de la volonté de Dieu, réussissent parfois, d'accord? Mais ils ont l'impression qu'ils profitent de la bénédiction divine, mais en vérité, ils se rendent compte qu'au jour du jugement, quand ils arrivent dans le monde de vérité, qu'en vérité, c'était pour mieux les perdre au jour du jugement et qu'ils ont perdu tous leurs mérites grâce à la belle vie et aux bonnes choses qu'ils ont eues dans ce monde-ci. Donc c'est pas aussi évident qu'elle a l'air de le dire. La paix, ça amène la bracha. Le shalom, ça amène la bracha. Mais, même si évidemment, c'est juste ce qu'elle dit, d'accord? Et j'encourage son message. S'il y a la paix entre toi et lui, il y aura l'argent. Mais attention, pas l'argent vulgaire. Il y a l'argent qui aide, qui est une bracha, et puis il y a l'argent qui est vulgaire, qui est sale, qui n'apporte pas la bracha. Parce que tout ce que tu vas faire avec cet argent, c'est rien que ça va détruire les enfants, la femme, ça va tout détruire. Tu vas payer des trucs qui servent à rien, tu vas acheter des choses qui servent à rien, qui font que compliquer le couple, qui font que tu vas montrer du m'as-tu vu à tout le monde et regarder la bar mitzvah extraordinaire qu'on a fait pour notre fils et regarder ça. M'as-tu vu, et ça c'est très mauvais, et c'est très mauvais pour l'âme de la personne. Parce que la personne elle rentre dans l'orgueil, parce que l'argent qui est une bracha, c'est l'argent qui sert, que chaque shekel, chaque franc, chaque euro, il sert de façon optimale. Il sert de façon optimale. C'est quand il y a du chesed dans la maison. Quand on donne pas que l'argent que pour soi, on n'est pas égoïste. On donne aussi l'argent à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est la bracha aussi. Cet argent qui est un argent de bracha, de bénédiction, il ne viendra que s'il y a la paix entre toi et ta femme. Entre toi et ton mari. Des fois, les gens, ils disputent pour de la jalousie, des problèmes de jalousie. Oui, tu l'as parlé, non, tu l'as parlé, tu l'as truc. C'est sûr que c'est insupportable d'avoir l'impression qu'on partage son conjoint avec quelqu'un d'autre. C'est insupportable. Le conjoint, il doit appartenir qu'à la femme. La femme, elle doit appartenir qu'à son mari. Le mari, ça, c'est la base aussi. C'est la base. S'il n'y a pas cette base, c'est très difficile. Comment on commence à créer cette base? La pudeur. S'il n'y a pas de pudeur chez la femme, c'est très difficile de mettre une ambiance de fidélité. C'est très difficile. Ah, mais non, mais moi, je suis quelqu'un de très droite. Mais non, la pudeur, ça ne me parle pas. Et je suis quelqu'un de très honnête, très droite. C'est très important, la pudeur. Oui, elle parle de la pudeur d'après la halakha, hein, c'est-à-dire la pudeur qui se passe à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur quand il y a des enfants, d'accord? Mais effectivement, la femme peut plus ou moins s'habiller presque comme elle veut quand il n'y a pas d'enfants à la maison, d'accord? Mais le problème, ça devient alors que le mari puisse au moins dire les paroles de Torah. Mais c'est sûr qu'il y a plus de liberté quand elle est chez elle entre ces quatre murs, mais surtout à l'extérieur, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est-à-dire l'histoire de fidélité, d'accord? La fidélité, c'est-à-dire quand elle fait profiter sa beauté à d'autres hommes, elle cherche l'attention des autres hommes dans la rue ou ailleurs. Effectivement, c'est un problème d'infidélité. Pudeur dans le couple, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Si la femme est pudique, automatiquement, l'homme en viendra à finir par devenir pudique. Si la femme montre à son mari que c'est important pour elle qu'il n'aille pas voir ailleurs, que c'est important pour elle que l'un appartient à l'autre et que l'autre appartient à l'un, ça c'est très important. Apparemment, il y a un écrivain non juif qui a écrit un livre, que je ne sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs je ne vous dirai jamais le titre parce que je trouve que c'est vraiment faux ce qui est dit là dans ce livre. Il a dit que le mari n'appartient pas à l'homme, non, le mari n'appartient pas à la femme et la femme n'appartient pas à l'homme. C'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un qu'il t'appartient. C'est pas parce que tu te maries avec une femme qu'elle t'appartient. Alors quoi? C'est-à-dire, tu te maries avec quelqu'un et elle continue d'appartenir à tout le monde? Tu te maries avec un mari et il appartient à tout le monde? Non. Alors quand la femme elle se renforce dans la pudeur, elle en arrive à comprendre qu'il faut aussi arrêter de faire la bise. Et quand elle arrive à arrêter de faire la bise et qu'elle voit son mari faire la bise, c'est difficile. Donc elle se sent obligée d'aller parler à son mari. Mon très cher mari, regarde, moi je fais pas la bise aux autres hommes. J'aimerais bien que tu ne fasses pas la bise aux autres femmes. C'est important pour moi. Et donc petit à petit ça s'équilibre. La pudeur, c'est très important. La pudeur dans le couple. Aujourd'hui, de nos jours, avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce qui se passe sur Internet, etc., la pudeur, c'est la base. C'est la base. On ne peut pas faire le shalom entre soi et son mari s'il y a des jalousies constantes. Il y a de la jalousie constante. Si tout le temps, le mari, il a peur que la femme va voir ailleurs, si tout le temps, la femme, elle a peur que le mari aille voir ailleurs. C'est difficile. C'est très difficile. Mais elle a dit avant que le mari est justifié d'avoir des soucis de jalousie si jamais la femme n'est pas pudique à l'extérieur et qu'elle est légère avec les autres hommes.
Donc il faut se renforcer dessus, sur la pudeur et sur le fait de communiquer avec son mari et de lui dire, écoute. Et d'ailleurs, dans la Torah, hein, la paracha, le chapitre de la Sota, donc de la femme déviante, qui s'est isolée avec un autre homme à l'encontre de l'ordonnance de son mari, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Là-bas, c'est marqué, d'accord, que le mari, lorsqu'il a lorsqu'il suspecte sa femme, c'est parce que rentre en lui un esprit de pureté. Donc, les soucis du mari à ce sujet sont justifiés par la Torah. Je t'aime, je suis la femme de tes enfants, je suis ta femme, on est mariés, fais-moi plaisir, arrête de parler avec cette femme, arrête de faire la bise avec cette femme. Ça me déchire le cœur, je peux pas. Je peux pas. C'est très important de dire ce qu'on a à dire. Maintenant, il faut comprendre que nos enfants, ils gagnent tout à ce qu'on ait une bonne vision, un bon regard du mari. Nos enfants, ils ont tout à gagner. Qu'on développe ce bon regard sur le mari. Alors, un conseil. Et je pense que ça sera le premier pas après avoir pris sur soi de se renforcer dans la pudeur. Le second pas, dirons-nous, ça sera le fait de s'offrir un joli cahier avec un joli stylo qui donne envie d'écrire. Et que tous les jours, tant qu'on est encore dans cet état où on voit négatif chez son mari, quand on a réussi à dépasser ce stade, je pense que c'est plus spécialement obligatoire tous les jours, mais quand on est encore dans ce stade où vraiment on a une vision du mari qui est très péjorative, tous les jours faire cet exercice-là, de prendre ce cahier et ce stylo et d'écrire tous les jours, même si on se répète, même si on écrit la même chose chaque jour, c'est pas grave. Si on arrive à trouver des nouvelles choses, c'est encore mieux. Et si on écrit la même chose tous les jours, c'est pas grave. D'écrire tout ce qu'on voit de bien chez son mari. Tu prends le plus beau cahier de la papeterie. Non, on va pas dire le plus beau stylo parce qu'un stylo ça peut monter très haut, mais un cahier, jusqu'à combien ça peut coûter? Un beau cahier qui donne envie d'écrire. Avec un stylo normal, on va dire. Voilà, conseil technique. Et tous les jours, tu ouvres ce cahier. Déjà, tu peux relire un petit peu ce que tu as écrit. Mon mari. Oui, bon, c'est sympathique ce qu'elle dit, hein, c'est des méthodes de thérapie, mais moi je comprends pas pourquoi on ait besoin d'en arriver là a priori, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose déjà qui va pas bien dans la tête. Mais bon, si ça peut en aider certaines, pourquoi pas? Paye l'électricité. Mon mari, je sais pas, je vais dire paye l'électricité, mais il y a certaines femmes pour qui le mari ne paye pas l'électricité. Alors pour ces femmes, ça sera mon mari a accepté de se marier avec moi. Mon mari, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je sais pas si vous avez entendu, si vous n'avez pas entendu l'autre vidéo, vous allez être un peu choqués, désolé. Mon mari n'a pas en vue de me tuer. Parce que voilà, un rab nous a raconté une histoire qu'il travaillait dans une prison, qu'un prisonnier est venu le voir et qu'il lui a dit je suis en prison parce que j'ai tué ma femme, je l'ai coupée en morceaux et j'ai caché des morceaux dans toute la maison. Mon mari n'a pas l'intention de me tuer. Je pense pas que ce soit une chose à dire dans un cours pour les femmes, parce que ça va plutôt les faire s'inquiéter. Elles vont maintenant soupçonner leur mari d'avoir des tendances violentes, elles vont risquer de faire des cauchemars, etc. Je pense pas que ce soit vraiment une chose à dire dans un cours pour les femmes. Mon mari n'a pas l'intention de me diviser en mon corps et de le mettre dans la maison. Waouh. Je peux respirer, quoi. Je me lève le matin, je sais que j'ai pas un ennemi en face de moi qui veut me tuer. Waouh. Merci mon Dieu, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est pas le cas de tout le monde. Mon mari m'a fait un compliment une fois. Avant le mariage, peut-être. Peut-être même après le mariage. Un jour, il m'a fait un compliment. Il m'a dit cette phrase. Merci mon Dieu que mon mari a pu me dire un compliment. Il y a des femmes qui n'ont jamais entendu un seul compliment sortir de la bouche de leur mari. Jamais. Et si c'est le cas de cette femme qui me regarde en ce moment qui dit « Ah, c'est mon mari, tiens !» Parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand Yetzer Hara dans l'être humain. Il y a un très grand Yetzer Hara. Que quand il regarde un cours de Torah, tout ce qui est censé le toucher personnellement et l'aider à grandir, ce Yetzer Hara va lui dire « C'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Oh, si t'as entendu ça, ça aurait été bien que quelqu'un d'autre entende ce cours. » On entend un cours de Torah qui dit « Ah, il faut que j'envoie ce cours à machin. C'est pas la raison pour laquelle j'envoie des cours aux gens que je connais. C'est pas pour les aider à changer. C'est juste quand j'ai adoré un cours, je le partage avec d'autres personnes. Mais de se dire, quand tu écoutes un cours de Torah, de se dire « Ah, ça c'est bon pour machin. Ah, si seulement machin avait entendu ça. Ah, si Dieu il t'a mis dans ce cours de Torah, il te fait entendre ce que tu es en train d'entendre, c'est que c'est pour toi. C'est pas pour machin. » Dieu il est très précis dans ce qu'il fait entendre dans un cours de Torah à une personne. Avec la vague énorme de cours de Torah qu'on peut trouver sur Internet, les gens vont toujours te dire, et moi, dans ces gens-là, je témoigne, on entend toujours le cours de Torah précis pour ce qu'on a besoin de travailler en ce moment. Mais précis. Donc quand on entend un cours sur le Shlom Bayit. Bon bah, je peux vous dire que je connais beaucoup de gens qui cherchaient certains cours de Torah et qui n'ont rien trouvé. Donc, c'est à voir cette question. Et que le Rav dit quel est le devoir de la femme et quel est le devoir de l'homme. Nous, en tant que femme, on ne doit pas essayer de se concentrer sur ce qui est le devoir de notre mari et d'éteindre le Torah et de se dire ah bah tu vois, je savais que mon mari ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Il faut essayer de se concentrer sur ce qui est le devoir de la femme, ce qui est mon devoir à moi. C'est ok. Le devoir de mon mari, il veut le faire, il le fera. Il veut pas le faire, il le fera pas. Si Dieu il veut m'envoyer maintenant l'information, Dieu il lui enverra l'information. Si Dieu ne m'envoie pas l'information, c'est qu'il ne doit pas avoir l'information. Moi, ce que j'ai entendu, que moi, je peux travailler sur ça. Sur quoi je peux évoluer. Donc, s'il y a bien une chose sur laquelle on peut évoluer, ça nous changera la vie, ça nous fera passer de l'enfer au paradis pour nous déjà. De pouvoir voir son mari avec un regard plus positif, ça change la vie. Alors, c'est une personne adulte, hein,
Mais effectivement, c'est une tendance naturelle de la femme de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'est dû? Hein, il y a l'auteur du livre Aléchour, euh, il a écrit un guide pour les khatanim, et là-bas, il a écrit que c'est la nature de la femme, hein, d'après la Kabbalah, de se dire qu'est-ce qui m'est dû, d'accord? Et elle a moins tendance à se dire, oui, qu'est-ce que je dois à l'autre? L'autre étant le mari, d'accord? Donc c'est une tendance naturelle de la femme de compter les choses qu'elle fait quand elle fait pour son mari, et de se dire quand son mari fait pour elle que c'est tout à fait normal. Et du coup, elle va arriver à, après, elle va faire les comptes, elle va arriver à un rapport qui est qu'elle fait beaucoup plus que son mari, puisque tout ce que son mari fait, c'est normal, et tout ce que elle fait qui est censé être normal, finalement, ça rentre en compte. Donc, après, elle pète un câble et elle dit à son mari, comment ça, t'es un mauvais mari, tatati tatata. De prendre ce cahier et de mettre noté. Mon mari a amené les enfants à l'école. Mon mari a acheté le pain. Mon mari a été travailler. Mon mari n'a pas été travailler, mais hier, il m'a dit une phrase très gentille. Mon mari a écouté un cours de Torah une fois dans sa vie. Mon mari a accepté de se marier avec moi. Se concentrer, tu te concentres sur le positif, tu te concentres. Et tu sais ce que tu es en train de faire quand tu te concentres sur le positif. Tu n'es pas juste en train de faire ce qui s'appelle un limutzrut, qui est de voir favorablement la personne. Tu n'es pas en train de faire que ça. Si c'était que ça serait dur à s'y mettre. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je vais juger l'autre favorablement? Non. Tu es en train de muscler ton muscle intérieur du regard positif. Mais tu sais comment ça sert le regard positif dans la vie. Si tu savais ce que c'est une vie avec un regard positif, mais je n'aurais même pas besoin de te convaincre à quel point c'est important de travailler sur le regard positif du mari. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Et il ne faut pas croire que si on n'a pas réussi à développer un regard positif sur le mari, on réussira à garder un regard positif sur nos enfants, parce que nos enfants, c'est nos bouts de chou d'amour. Je les aime trop, je n'aurai jamais un regard négatif sur mes enfants que Dieu préserve. Les habitudes, ça va au galop. Hein. Les mauvaises habitudes, ça prend du terrain, malheureusement. Ça grandit. C'est comme les orties. On n'a pas besoin de planter des graines d'orties, on n'a pas besoin de les arroser. Les orties, ça pousse tout seul. Les mauvaises C'est tout à fait vrai, hein, tout ce qu'elle dit. Ce qu'elle a dit sur le fait de voir positivement autrui, il y a un Midrash Rabbah qui parle du roi David et qui nous dit qu'il y avait toutes les pierres précieuses dans les yeux du roi David, ou toutes les couleurs, à plusieurs Midrashim différents. Et de là, il y a une des histoires de Rabbi Nachman qui est sur le fils de roi qui avait toutes les pierres précieuses dans les yeux. En vérité, ça parle du roi David qui effectivement avait tous les bons traits de caractère, qui voyait tout positivement autour de lui. Donc effectivement, on nous dit que c'était le roi David qui était le Messie. C'était son trait de caractère tellement bon, c'est qu'il voyait toujours le bien chez les autres. habitudes, ça prend du terrain, tu n'imagines pas. Ça me rappelle une histoire, moi quand j'allais en France, ma tante avait une maison de campagne, dans laquelle elle allait de temps en temps, très rarement d'ailleurs, et elle avait un terrain de jardin extraordinairement grand. Et chaque fois, on demandait à ma mère, maman, s'il te plaît, laisse-moi aller à la campagne de Tata, laisse-moi aller à la campagne de Tata. Et on arrive dans le jardin et on voyait un jardin d'orties, mais quelque chose de violent, quoi, des orties, mais qui vont te manger, tellement ils sont énormes et robustes et grands, tout le jardin d'orties. Et tu passes comme ça, aïe, 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 ah oui, j'avais oublié pourquoi on venait pas, aïe, 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 aïe. C'est douloureux. Un jardin d'orties, c'est super douloureux. Quand à l'intérieur de soi, on est plein d'orties, on travaille jamais sur son caractère. Il y a des gens qui naissent avec des bonnes midotes, mais comme ils font jamais l'effort de travailler ces midotes, comme ils font jamais, il y a des gens à l'intérieur, ils ont des bons traits de caractère. Ils naissent avec des bons traits de caractère. Mais comme ils ne font pas le travail de muscler ces traits de caractère, même ces traits de caractère innés vont en s'atrophiant. Ils disparaissent petit à petit. Alors imaginez quand on n'a pas ces bons traits de caractère, comment il faut travailler dessus, grave. Le fait, maintenant, de prendre ce cahier et de noter, ça c'est un conseil que j'ai entendu au cours de Myriam Metoudi, la rabbinite Myriam Metoudi, que Dieu la bénisse, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie. Le fait de te concentrer comme ça chaque jour, pendant 10 minutes, fixe-toi un temps, 10 minutes, chaque jour, t'écris ce qui est bien. Et quand tu retombes dans le système du Yetzirah du mauvais penchant qui veut te faire voir que le négatif chez ton mari, et que t'as pas la joie intérieure pour aller écrire dans ton cahier, alors ouvre ce cahier et lis ce que tu as écrit avant. C'est un médicament extraordinaire. C'est vraiment un médicament extraordinaire. On est en train de travailler ce muscle du bon regard. Et après, ça fait que, naturellement, on aura un bon regard sur nos enfants. Oui, parce que malheureusement, quand on n'a pas travaillé son bon regard sur le conjoint, on a un mauvais regard sur ses enfants à un moment dans la vie. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Oui, on peut avoir un mauvais regard sur ses enfants, un regard négatif sur ses enfants, parce qu'on n'a pas fait le travail de Shoresh, de la racine, qui est de développer le bon regard sur le mari. Développer le bon regard sur le mari, ça se travaille. Et oui, il n'y a pas que le sport dans la vie, il n'y a pas que le sport physique. C'est important le sport physique, c'est important de faire de bouger son corps, de faire des étirements, etc. Mais le sport intérieur, le sport de l'âme, c'est le sport de notre caractère, c'est ça, avec ça qu'on va vivre jusqu'à 120 ans. C'est avec Oui, parce qu'en général, les jeunes filles, quand elles se marient, elles voient leur mari comme un type extraordinaire,
le sauveur de leur vie, leur, leur prince charmant, etc., etc. Puis au fur et à mesure, on s'habitue quand on vit ensemble. Et puis la femme commence petit à petit à dénigrer son mari en voyant ce que les maris des autres font pour leurs femmes, et comment les autres sont intelligents, et comment ils sont généreux, et comment ils la traitent comme une reine, etc., etc. Et puis lui, il a la calvitie qui commence à apparaître, et il a pu la beauté de sa jeunesse, etc., etc. Et des fois même, il est en faillite financière, etc. Tout d'un coup, bon, bah, j'ai plus d'utilité de lui. Il est plus aussi riche, il est plus aussi beau, il est plus aussi extraordinaire. Quand on était jeune, avant de se marier, on n'avait pas d'enfants, on pouvait sortir à plein d'endroits. Maintenant qu'on a des enfants et une famille, il me sort plus nulle part. Donc moi, ce qui m'importe, c'est maintenant de vivre la vida loca et de faire des sorties, etc. Donc voilà, je préfère maintenant me trouver un autre mari. Il y aura bien quelqu'un d'autre pour m'épouser. Donc je vais me débarrasser de celui-là. Effectivement, elle a tout à fait raison. Une femme doit travailler le fait de voir bien son mari, mais je pense que la plus grande clé pour voir bien son mari, c'est déjà de rentrer dans le mariage en se disant qu'il n'y a pas de divorce possible. Ça, c'est la clé essentielle. Et c'est le gros problème chez les femmes aujourd'hui, c'est qu'elles rentrent dans le mariage en se disant si ça marche pas, je vais divorcer. Si ça marche pas, je changerai. C'est un mari de commencement ou des trucs comme ça, comme on entend aujourd'hui, c'est des choses horribles. Mais c'est sûr que la meilleure façon de juger son conjoint positivement, de voir le bien en lui, comme elle a dit que c'est mieux que de juger positivement, de voir le bien dans son conjoint, c'est de se dire mais j'aurai jamais d'autre conjoint. Maintenant, c'est celui-là que j'ai pour la vie, donc je me débrouille avec. Et quand on doit se débrouiller avec et qu'il n'y a pas d'autre solution, ben on s'arrange automatiquement. L'esprit fait une gymnastique pour voir le bien. Parce que les gens ne peuvent pas accepter de vivre dans une situation mauvaise pour la vie. Les gens sont obligés de justifier la situation dans laquelle ils sont. Donc si c'est une situation dans laquelle il n'y a pas d'échappatoire, ben on va la justifier. À ce moment-là, on s'arrangera avec son conjoint. Le caractère qu'on sait travailler. C'est pas on va se rendre compte au bout d'un moment que c'est pas le conjoint qu'on a qui est problématique. C'est le regard qu'on a sur lui qui est problématique. C'est le regard qu'on a sur l'autre qui nous gâche la vie. Qui nous gâche la vie. La vie, elle peut être un paradis. Moi, à un moment, quand j'avais du mal encore, et je dis pas que c'est très facile aujourd'hui, je travaille sur ça. Il y avait une période, disons, où c'était encore plus problématique chez moi. Je rentrais dans la voiture avec mon mari, on partait pour une journée kiff, sympathique, à la base. Il y avait mon mari qui conduisait, moi à côté, les enfants derrière. Et je sais pas pourquoi ça finissait toujours par exploser dans la voiture. Toujours il y avait une dispute. Toujours le ton qui finissait par monter, et hop, et mon mari qui a sa tête de son côté, et moi qui ai ma tête de mon côté, et voilà, et tout le trajet c'est comme ça, et on rentre à la maison, on est vénère, c'est-à-dire non, on arrive là, on devait arriver, on sort, on devait voir des gens, ah salut, ça va, ouais, très bien, et toi, super, super, allez, salut, à bientôt. Chacun de son côté, chacun la tête, ok. Le trajet du retour, après une fois à la maison, on continue à faire la tête, etc. Toujours, chaque fois qu'on sortait pour une balade de sympathique, on finissait toujours par exploser. À un tel point que je me suis dit, peut-être qu'il faut que je reste chez moi. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je laisse mon mari aller seul avec les enfants là où il doit aller, ou peut-être que je dois le laisser aller seul, ou peut-être qu'on ne doit pas faire de moment kiff familial, peut-être. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est impossible que ça soit ça la solution. Peut-être. Ah oui, alors au début, quand j'ai pensé ça, j'ai pris la décision de ne plus sortir. J'ai dit à mon mari, vas-y seul, vas-y avec les enfants, sors un peu avec les enfants, moi je suis à la maison, j'ai plein de choses à faire, vas-y seul. Et il rentrait, il me disait, ah, qu'est-ce qu'on a kiffé, ah, les enfants, ils ont kiffé, on a chanté dans la voiture, et on a fait un petit pique-nique, et on a kiffé. J'entendais ça, je me disais, comment c'est possible? Comment c'est possible? Avec ce même mari que j'ai, ils ont kiffé? Ils ont mis la musique, ils ont dansé, ils ont chanté, etc. Comment c'est possible? Et après, j'ai compris que je me suis dit, non, sur le moment, je me suis dit, ah, mais c'est pas lui qui est problématique alors, c'est moi. C'est moi, parce que quand je suis pas dans la voiture, ça n'explose pas. C'est moi qui suis problématique. C'est à cause de moi que je passe un mauvais moment. Je suis la personne problématique. Vous ne pouvez pas savoir la nouvelle que ça a été pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, d'abord, ça m'a réjoui de le savoir, et à quel point ça m'a changé la vie de pouvoir comprendre que c'était moi qui avais les rênes entre mes mains. C'était à moi. Si c'est que l'autre, si le problème il est vraiment chez l'autre. C'est formidable ce qu'elle dit. Toutes mes félicitations. Parce que la réaction de beaucoup de femmes dans ces circonstances-là, c'est de se dire mais comment ils peuvent avoir du bonheur sans moi? C'est inadmissible. Je veux absolument que leur bonheur dépende de moi. Je ne peux accepter que mon mari ait du bonheur sans moi ou les enfants. Et donc je vais tout faire pour leur fiche en l'air le bonheur qu'ils ont sans moi. La prochaine fois, je ne laisserai pas partir sans moi. Je m'assurerai que s'ils ont du bonheur, ce soit que avec moi et que grâce à moi. Comme on aime se le faire croire. Si le problème il est vraiment chez l'autre. Mais la vie est un enfer, parce que tu pourras jamais changer l'autre, il n'y a que l'autre qui va décider s'il veut changer ou pas. Donc la vie, c'est une fatalité. C'est la mauvaise ambiance dans la maison, c'est une fatalité, parce que c'est la faute de l'autre. Et quand tu comprends que c'est chez toi, mais alors tout est changé. Alors, si je veux maintenant demain je change, tout va bien. Si maintenant demain je change, on peut se faire une journée de kiff sans que ça explose dans la voiture. Et je me suis fixé comme but de
de me taire, de rentrer dans la voiture, de me taire, de ne pas parler. Pas, ah non, j'entends les cheveux hérissés. Alors quoi, la femme doit se taire? Comment ça? En 2000, je sais pas combien, je ne compte pas les années, la femme est censée se taire, elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas le droit à l'expression. Non, c'est pas de ça que je veux parler. C'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de l'art du silence. Tu sais ce que c'est l'art du silence? Tu sais ce que c'est l'art du silence? Parce que parler et dire tout ce qui nous passe par la tête et ne pas mettre un filtre entre ses pensées et sa bouche, c'est de la faiblesse, encore une fois. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Le libre, comment ils disent, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Mais si tu vas rendre visite dans un égout, si un jour tu ouvres la bouche d'un égout, tu vas regarder les égouts, c'est la même chose, c'est la liberté du flux des égouts. Ah mais ça pue, ça sent mauvais. Oui mais il y a une liberté du flux, c'est merveilleux, non? La liberté du flux. Ah mais c'est les égouts, ça sent mauvais, c'est plein de microbes. Et ben c'est pareil, la liberté d'expression, le fait de dire tout ce qui nous passe par la tête, et ben je le pense, et ben je le dis. Et ben je suis franco, et ben je dis tout ce que je pense. C'est un flux qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Et je trouve qu'on ne devrait pas appeler ça la liberté d'expression, je trouve qu'on devrait appeler ça la faiblesse de l'expression. La faiblesse de l'expression. Tout ce que tu penses, tu le dis. T'aurais pas dû prendre ce chemin. Bah, je t'avais dit de pas prendre ce chemin. Tu conduis trop vite. Tu fais pas attention. Enfin, mais non, mais moi, je préfère qu'on aille là-bas. Oui, bah, c'est comme tu veux. On ira où tu veux, finalement. Mais moi, j'aurais préféré qu'on aille là-bas. Ça casse le ventre. Il y a des enfants qui sont derrière et qui épongent tout ça. Elle a trop bien fait, on va le Tu réécouter. veux, finalement. Mais moi, j'aurais préféré qu'on aille là-bas. Ça casse le ventre. Elle le fait très bien. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Il y a des enfants qui sont derrière et qui épongent tout ça. Qui épongent. Il y a des enfants qui tombent malades à cause de ça, race de Shalom. Non, mais moi, je préfère qu'on aille là-bas. Oui, bah, c'est comme tu veux. On ira où tu veux, finalement. Mais moi, j'aurais préféré qu'on aille là-bas. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ça se voit des fois aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Alors, je sais pas, peut-être plus chez les femmes, mais en tout cas, on voit aussi des hommes qui sont comme ça, qui disent oui, mais je dois te le dire, c'est pour ton bien. Je serais pas un vrai ami, je serais pas un vrai conjoint, je serais pas un vrai rave si je te disais pas la vérité, etc. Et les gens qui croient que tout est permis de dire sous prétexte que c'est la vérité d'après eux. D'accord, et qui oublie qu'il y a des interdits dans la Torah qui limitent la parole. On n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un par la parole. On peut pas dire ce qu'on veut par la parole, d'accord. Il y a des limites aussi. On peut pas. C'est pas maintenant. Bon voilà, c'est la vérité. Je dis ce que je veux. Surtout qu'en ce moment, on est dans le conte du Homer où les élèves de Rabbi Akiva sont morts à 700 par jour parce que justement, au nom de la vérité, ils se parlaient sans faire attention au respect de l'autre. Donc les gens devraient comprendre que voilà quoi, on peut pas s'exprimer comme on veut et dire tout ce qu'on a à dire. D'ailleurs, en hébreu, l'effronterie, ça se dit chutzpah. Chutzpah, ça vient de chutzpé. Tout sort par la bouche. Quand quelqu'un il a tout ce qu'il pense, ça sort par la bouche, ça s'appelle de l'effronterie. Et quand quelqu'un il est adulte et il est capable de se limiter et de ne pas dire tout ce qu'il pense, eh bien ça s'appelle du respect. Voilà. Ça casse le ventre. Il y a des enfants qui sont derrière et qui épongent tout ça. Qui épongent. Il y a des enfants qui tombent malades à cause de ça, race de Shalom. Oui, des hôpitaux qui sont pleins d'enfants, malheureusement, qui ont épongé. Je dis pas que tous les enfants qui tombent malades, c'est à cause de ça, race de Shalom. Mais il y a des cas d'enfants où c'est le résultat. C'est le résultat de... T'imagines le gamin derrière? Maman, papa, non, pourquoi, non? C'est horrible. Faut penser à ça. Faut penser à ça. Imagine un jour, moi ça m'est déjà arrivé. Elle a tout à fait raison. Hein. On voit beaucoup de femmes qui font de la menace à leur mari. En fait, je vais faire un scandale devant les enfants si jamais tu me donnes pas ce que je veux. Et après, tes enfants, ils vont souffrir si tu me donnes pas ce que je veux, parce que je vais m'exciter et je vais les prendre dans les bras pendant que je suis énervé, etc. Et tu pourras pas les enlever de mes bras. Et maintenant, pour tes enfants, t'as intérêt à faire ce que je veux, sinon tes enfants, je vais les faire souffrir. C'est terrible, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent. Arrivé un jour d'être derrière, assise dans la voiture, il y avait un couple que je connaissais pas spécialement bien, mais qui se sentit suffisamment à l'aise pour se disputer devant moi. Et ça a été un moment horrible. J'avais le ventre crispé, j'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir la fenêtre et de sauter par la fenêtre. Et la voiture allait trop vite. Ah, c'était horrible. Ah, c'était horrible. Alors imagine en tant qu'adulte, si déjà c'est difficile, imagine en tant qu'enfant. Et donc là, ce jour-là, je me suis dit, je vais me taire. Et pas se taire, je souffre parce que je me tais. Je vais me taire parce que j'ai envie de me travailler. Je vais me taire parce que j'ai envie de passer un bon moment. J'ai pas envie que ça explose. Et je me suis tue. Et j'ai essayé de me travailler sur mes pensées. Dès que j'avais une pensée négative, je m'imaginais avec une batte de baseball comme ça, en train de pousser la pensée négative comme ça. Ah, j'ai réussi à pousser une pensée négative sur mon mari. Excellent. On va voir si la prochaine pensée, je vais réussir aussi. Prochaine pensée négative, il dit un truc, il insulte quelqu'un, je parle spécialement de moi, mais disons, il insulte quelqu'un, un monde d'oiseau, un truc. Oh, il va dire un monde d'oiseau. Ah, c'est pas grave. C'est pas la mort. Toujours cette histoire, c'est pas la mort, il m'a pas tué. Il est pas en train de me tuer, il est pas en train de tuer mes enfants. Il est juste en train de conduire, il est un peu nerveux, c'est envisageable, c'est normal, il conduit un peu vite, c'est sa responsabilité. Si tu veux
Si tu penses que la vitesse dans la voiture ou tout autre détail technique, tout autre détail, c'est une raison suffisamment bonne pour faire exploser l'ambiance familiale, pour bousiller la journée, il faut se poser sérieusement la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant que je fasse une remarque à mon mari? Parce qu'une remarque, ça reste pas une remarque. Une remarque, ça prend de l'envergure. Une remarque, ça peut casser une ambiance. Ça peut casser la journée. Ça peut amener à des disputes tellement graves, une remarque, que ça peut amener à la séparation, malheureusement. C'est les pensées que ça attire. Une pensée négative, ça tire c'est comme ce jeu à la fête foraine, je sais pas si vous connaissez, t'as plein de cordes comme ça, et t'as toute une étagère comme ça de grosses poupées, de petites poupées, plein de nounous, des petits, des grands et tout. Et toi, tu dois tirer une corde, et tu crois que c'est le gros, c'est le tout petit. Tu connais ce jeu? Et il y a écrit ici, pas de perdant. Toutes les cordes, il y a une poupée, en général. Il y a une poupée qui est accrochée. En général, c'est toujours des petites poupées. Bon. Chaque pensée, c'est une corde que tu tires. Chaque pensée. Alors, si c'est une pensée positive, tu amènes les sourires, tu amènes le rire, tu amènes la bonne ambiance. Si c'est une pensée négative, tu es en train de tirer quelque chose d'énorme, malheureusement, très grave, très grave. Mauvaise ambiance dans la voiture, après on se fait la tête pendant une semaine, on a oublié pourquoi on se fait la tête, depuis qu'on se fait la tête, alors on va continuer à se faire la tête, et pendant qu'on se fait la tête, malheureusement, on a des pensées, ouais, je le savais, la séparation, et tout d'un coup, crasse des chaleurs, le pire du pire, on commence à penser à quelqu'un d'autre, que Dieu préserve. Tout de suite, moi je me rappelle un jour, j'étais discuté avec mon mari, pour une raison de cache-route. Juste avant qu'elle commence son histoire, je reviens sur ce qu'elle a dit. Il y a un des gros problèmes de ces femmes qui voient tout négativement, et des fois aussi des hommes, d'accord, c'est plus fréquent chez les femmes, c'est qu'elles ont eu un mauvais, comme on dit en anglais, upbringing, elles ont eu une mauvaise enfance chez leurs parents, où tout était négatif, et du coup elles essayent de faire payer à leur mari la mauvaise enfance, la mauvaise jeunesse qu'elles ont eue, ou le traumatisme qu'elles ont subi. Et du coup, c'est à lui de payer les pots cassés. Elles doivent comprendre que c'est pas à leur mari de payer les pots cassés de leur traumatisme, que c'est à elles de gérer leur traumatisme et de se faire guérir avec les moyens qu'elles ont, d'accord, et de se prendre en charge. Et leur mari, il y est pour rien dans tout ce qui leur est arrivé dans leur jeunesse, etc. Et c'est pas à lui de payer les conséquences de ce qui leur est arrivé dans leur enfance, dans leur jeunesse ou n'importe quand. Ou du fait qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient quand elles étaient enfants ou quand elles étaient adolescentes. Ça, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, ben, la plupart des conseillers, ils vont dire, ah oui, t'es une pauvre victime. Non, non, t'es plus une pauvre victime, t'es devenu un perpétrateur. Maintenant, tu fais du mal à autrui. Et ça, t'as pas le droit. Il avait acheté du fromage, j'étais pas sûre que c'était cachère, on a commencé à discuter. J'ai écrit toute la question, j'ai posé la question au grave par SMS. Et je lui ai dit, je pense que ce fromage n'est pas cachère, etc. Il n'y a pas de théouda et tout ça. Et on s'est disputé avec mon mari et tout. Il m'a pas parlé du fromage. Il m'a dit, réconciliez-vous le plus vite possible. Et là, j'ai compris que rien n'est suffisamment important pour qu'il y ait une ambiance de dispute entre la femme et le mari. Rien. Et en général, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière la raison, on va dire. Oui, mais c'est la cache-route. T'as pas une petite raison derrière? T'en veux à ton mari pour quelque chose, tu es énervé contre lui, tu as une mauvaise pensée sur lui, tu te dis que c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment religieux à ton goût. On a toutes des mauvaises pensées qui fait que c'est la raison qu'on va faire la tête au mari. Réconciliez-vous très vite. Elle a tout à fait raison, hein. C'est vrai que les femmes vont faire la tête à leur mari pour rien, parce que simplement elles leur en veulent pour n'importe quoi. D'accord, elles leur en veulent pour n'importe quoi. Donc tout ce qui va se passer, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, va être sujet à maintenant s'énerver ou faire la tête. Et quand le mari va demander qu'est-ce qu'il y a, elle va faire non, j'ai rien. Bon, ok. Il a demandé qu'est-ce qu'il y a, elle dit il y a rien. Et maintenant elle va faire la tête parce qu'il insiste pas de demander qu'est-ce qu'il y a. Et là, c'est vraiment prendre l'homme pour une femme, d'accord? Parce qu'un homme, il demande une fois, tu lui dis il y a rien, d'accord? Et on voit des femmes comme ça qui disent non, pourquoi il a demandé 2 fois? S'il avait demandé 3 fois, je lui aurais dit. Écoute, ça c'est des jeux de gamins, d'accord? Maintenant, t'es une grande personne, t'es une épouse, t'as des enfants. Maintenant, faut te comporter comme une adulte, d'accord? Ton mari te demande qu'est-ce qu'il y a. Tu lui dis, écoute, effectivement, il y a quelque chose, il faut que je te dise. Et tu lui dis, c'est quoi? D'accord? Et il est pas obligé de te dire, oui, mais t'es une pauvre victime. Il a le droit de te dire, bah, écoute, moi, je pense pas que ce soit un problème, ou je pense pas que ce soit moi qui sois responsable. D'accord? C'est comme ça qu'on discute entre adultes, d'accord? Et il y a des femmes qui ont pas grandi et qui font le bébé quand elles ont quelque chose qui les met mal à l'aise, pour maintenant obtenir la miséricorde de leur mari, qui va maintenant se plier en 4 pour qu'elles arrêtent de plisser les lèvres et de faire la tête.
Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, pour moi, ça a été une marche à suivre dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like, mettez un commentaire.